Dans la précédente partie de ce cours, nous avons vu que le dualisme de Descartes était un obstacle à la constitution d'une science de l'esprit, en particulier parce qu'il interdit de penser la relation de l'esprit et du monde physique. Dans cette partie, nous allons voir plusieurs réponses à ce défi de Descartes qui propose de rétablir le lien entre l'esprit et le monde physique, et en particulier qui permettent la constitution d'une science psychologique. La première réponse que l'on peut donner est celle des empiristes. Pour Locke, le lien du corps et de l'esprit se fait par les idées. Il y a deux types d'idées. Les qualités premières, qui sont des idées reflétant des caractéristiques physiques, comme la structure des objets. Il y a également des qualités secondes. Ce sont des idées qui ne correspondent pas à des caractéristiques physiques, mais à des sensations produites par les objets, par exemple le goût, l'odeur, les émotions. Les qualités premières établissent un lien unilatéral entre le monde physique et psychologique. C'est la représentation des objets physiques dans l'esprit. L'environnement est une donnée observable. On peut dès lors établir un lien entre l'esprit et le monde physique par les idées. Il n'existe pas d'idée innée. Tout le contenu de l'esprit provient de l'expérience. Ainsi, comme le dit Locke, l'esprit est comme une page blanche qui arrive dépourvue de contenu et sur laquelle l'environnement, au moyen de l'expérience, inscrit son propre contenu. Tout ceci donne lieu à un certain dualisme. L'esprit est une chose passive, parce que l'esprit réagit de manière purement déterministe à un environnement donné. D'autre part, l'esprit est vide, c'est-à-dire que l'esprit reflète l'environnement et n'a pas de contenu qu'il ne doive à l'expérience et à l'environnement physique. Il n'a donc pas de nature propre qui soit justiciable d'une étude rigoureuse. Son étude se réduit à celle de son environnement physique et à ses réactions à l'environnement. C'est un dualisme que l'on peut qualifier de dualisme environnement-personne. L'esprit est une page blanche sur laquelle l'environnement et l'expérience inscrivent leur empreinte, mais l'esprit ne doit rien à sa structure biologique. Tout ceci implique qu'il n'y a pas de causalité de la structure du corps dans la perspective empiriste de Locke, et en particulier pas de causalité de l'esprit, du cerveau, entre eux. Rien de la structure de l'esprit n'est généré par le corps. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de causalité de l'esprit sur l'environnement. Tout cela interdit de penser la culture comme le reflet des intuitions humaines, et donc une étude de la société qui soit liée à la biologie, par exemple sous le paradigme évolutionniste de Darwin, qui pense que les fonctions mentales sont des aspects évolués de l'histoire naturelle et qui ont été sélectionnés à travers cette histoire. La psychologie, sous cette perspective, est une étude des propriétés physiques des objets et des réactions de l'esprit vis-à-vis de ces objets. Mais comment établir une causalité qui tienne compte de l'organisme dans cette relation corps-esprit ? Eh bien, ce sont les réponses qu'ont proposées les anatomistes, comme les physiologistes et les phrénologistes. Vous avez eu une séance consacrée à ces deux problèmes. J'y reviendrai donc très brièvement. Pour la physiologie, l'assimilation de l'esprit avec le cerveau et le système nerveux permet d'établir un lien entre l'esprit et le monde physique, puisque le cerveau et le système nerveux sont des choses que l'on peut étudier physiologiquement. La phrénologie, quant à elle, assimile l'esprit avec le cerveau et la boîte crânienne. Pour la phrénologie, la relation du corps avec l'esprit est assimilée à la relation entre des comportements et la structure du cerveau. La mesure utilisée est l'anatomie du cerveau et la méthode consiste à lier des observations comportementales à des régions cérébrales. Cela postule une identité entre la structure anatomique du cerveau et les fonctions de l'esprit. On commence à localiser les fonctions de l'esprit en leur associant une région cérébrale. Donc tout ça, ça consiste en un progrès par rapport à Descartes, puisque on peut
désormais spatialiser l'esprit, et donc le localiser dans l'espace. D'autre part, la phrénologie permet de mesurer l'ampleur des capacités cognitives et le développement d'un trait avec le volume de la zone cérébrale prétendument associée. D'autre part, elle insiste sur les différences interindividuelles plutôt que des lois générales du fonctionnement du cerveau humain. C'est une psychologie des caractères et des personnalités. Certains proposent également une relation entre des lésions et des fonctions cérébrales. C'est notamment la proposition de Broca, ce qui permet d'établir une causalité à rebours. On ne sait pas comment le cerveau génère le comportement, mais on sait que si on abîme le cerveau à certains endroits, on va aussi modifier les comportements en conséquence. Tout cela permet de ramener l'étude de l'esprit à une étude physiologique d'un objet purement organique. Et, en particulier, cela permet de situer les fonctions cérébrales dans l'espace, de donner une géographie des fonctions cérébrales. Les phrénologistes supposent une correspondance entre fonction de l'esprit et structure du cerveau, mais cela pose plusieurs problèmes. Le premier problème est un problème qu'on pourrait qualifier d'atomiste. Comment savoir si ce découpage que l'on a fait est le plus petit possible? Autrement dit, comment savoir si les fonctions identifiées et localisées sont les fonctions minimales? Le problème 2 est un problème que l'on pourrait appeler d'ubiquité. On suppose une correspondance point par point entre fonction et anatomie, mais cela ne permet pas d'imaginer des fonctions plus complexes de l'esprit qui recruteraient différentes fonctions données et donc différentes localisations dans le cerveau. Il y a d'autre part un troisième problème que pose la phrénologie, qui est qu'il est difficile de distinguer le nécessaire de l'accidentel sous ce point de vue, car en effet la phrénologie tente à confirmer des états de fait observés dans le comportement avec des aspects qui sont parfois anecdotiques de la structure du cerveau ou de la forme du crâne. Et ceci pose directement le problème de la mesure. Pourquoi le volume d'une zone cérébrale serait-il un indicateur de l'ampleur de la compétence ainsi localisée? Et d'autre part, est-on vraiment sûr que la forme du crâne reflète vraiment le volume de la zone cérébrale? Aujourd'hui, ces idées ont été abandonnées. Une réponse plus précise et un peu moins biaisée, qui permet d'établir un lien entre le monde physique et l'esprit, est la réponse de la psychophysique, que vous avez également vue dans un cours précédent. Weber et Fechner ont mis en relation des sensations avec des grandeurs physiques. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, il y a une relation mathématique entre l'échelle des grandeurs physiques et l'échelle des sensations. Et tout ceci se traduit par quand l'intensité des stimuli se multiplie, alors l'intensité des ressentis s'additionne. De plus l'intensité du stimulus est élevée, plus il faut augmenter les différences afin que celles-ci soient perçues. Dire cela, c'est dire que les sensations psychologiques sont fonction logarithmique des stimuli physiques. On peut donc décrire les sensations avec des outils mathématiques, comme la fonction logarithme. Mais tout cela, ça repose encore une fois sur des rapports d'individus. Ça repose en fait sur des contenus de la conscience, car les sensations sont des choses que l'on rapporte. Il n'y a pas d'autre manière de savoir si quelqu'un a eu une certaine sensation et à quelle intensité, sans lui demander. On est donc obligé de faire appel au contenu conscient, que sont les sensations. Est-ce qu'on peut imaginer ne plus dépendre du tout des rapports subjectifs des individus? De ne plus faire appel à aucune donnée subjective? Eh bien, c'est le parti que proposent les behavioristes, qui est la 4e réponse que je vous présenterai dans cette partie. En réaction à l'idée que l'esprit est une chose purement subjective et privée, qui est, rappelez-vous, la définition du solipsisme, s'est formé le behaviorisme, qui est une application à la psychologie d'un paradigme scientifique appelé le positivisme logique, qui prône un empirisme radical. Ce paradigme a été proposé notamment par Carnap, au début du XXe siècle.
L'empirisme logique repose sur 3 idées principales. La première est le physicalisme réductionniste. Tous les phénomènes ont une source physique observable et toutes les sciences sont réductibles à la physique. Le deuxième est un physicalisme linguistique. Le langage de la science ne doit faire référence qu'à des termes de la physique, ou au moins tous les énoncés scientifiques doivent être traduisibles dans le langage de la physique. Enfin, le troisième est un anti-subjectivisme. Les théories scientifiques ne doivent comporter aucune donnée subjective. Les critères de vérifiabilité d'une théorie doivent être des données publiquement observables. Mais peut-on faire de la psychologie sans parler des états mentaux, c'est-à-dire de données subjectives ? Car en effet, on a vu qu'il était possible d'établir des liens entre l'esprit et le monde physique, mais est-ce que ça veut dire que l'esprit est complètement réductible à ces données physiques? Est-ce qu'on peut faire autrement que d'utiliser des données subjectives en psychologie? Eh bien, dans cette expérience de pensée, Wittgenstein nous invite à revoir ce que l'on entend par données subjectives. Imaginons une communauté de gens qui possèdent une boîte dans laquelle il y a quelque chose qu'ils appellent Beatles. Les Beatles n'existent nulle part ailleurs que dans des boîtes individuelles. Chacun peut regarder dans sa boîte, mais pas dans celle des autres. Si le terme Beatle a un usage dans cette communauté, ça ne peut pas être le nom de quelque chose que l'on montre, puisque personne ne peut vérifier si ce qu'il y a dans sa boîte est bien la même chose que dans celle des autres, et peut-être que ce qu'il y a dans la boîte même change tout le temps. D'autre part, rien n'existe de tel qu'un Beatle en dehors de ces boîtes. Donc, le contenu de la boîte n'est pas pertinent pour définir la signification du mot Beatle. En fait, on peut dire qu'il ne joue même aucun rôle, puisque nous pouvons l'employer sans vérifier si nous avons bien la même chose dans la boîte. Eh bien, pour Wittgenstein, on peut appliquer la même chose aux termes subjectifs, aux termes psychologiques. Je ne peux pas comparer ma douleur à celle des autres. Je ne peux pas vérifier que ma douleur, c'est bien la même chose que ce que les gens entendent par le mot. Pourtant, nous avons un langage commun qui réfère à ces expériences subjectives et privées, telles que la douleur. Et à aucun moment, le terme ne crée de malentendus. Ce qu'il faut en conclure pour Wittgenstein, c'est que cela veut dire que l'on ne s'intéresse en fait pas à la référence du mot douleur, mais on s'intéresse à un faisceau de comportements associés à ce terme. La référence, c'est-à-dire l'état mental de la douleur, la donnée subjective, ne joue finalement aucun rôle dans la signification du terme. Je ne peux pas observer la douleur des autres, mais je peux observer des comportements qui correspondent à ce que j'appelle douleur. Et les données subjectives ne sont en fait pas pertinentes pour étudier l'esprit. Les behavioristes reprennent à leur compte cette exigence épistémologique du positivisme logique de ne pas faire appel à des concepts purement psychologiques, car ceux-ci ne sont pas traduisibles en des données observables. Mais on peut quand même faire de la psychologie, puisqu'en fait, il y a bien quelque chose qui est observable, et c'est d'ailleurs même la seule chose qui est observable, c'est le comportement. Et d'autre part, il n'y a pas d'accès privilégié de l'individu à ses propres comportements. Les données comportementales, d'autre part, sont traduisibles en des termes physiques. Observer le comportement satisfait donc les exigences du positivisme logique à l'égard de la science. D'après les behavioristes, l'esprit est donc une boîte noire entre une entrée qui est un stimulus de l'environnement et une sortie qui est le comportement. Cela doit donc vous rappeler l'empirisme, par exemple de Locke, qui ne fait pas intervenir de causalité esprit-environnement, mais qui se contente d'interpréter le comportement comme une réaction à un environnement et le contenu de l'esprit comme le résultat de l'expérience. Attention néanmoins, les behavioristes ne nient pas qu'il existe des états mentaux. Simplement, ils disent que ceux-ci sont réductibles au comportement et observables via le comportement. Ce qu'ils font, ce n'est donc pas un postulat ontologique sur la nature de l'esprit, mais c'est un postulat théorique. Pour eux, une théorie qui ne ferait pas appel à des données subjectives, mais seulement au comportement, serait non seulement aussi expressive qu'une théorie faisant appel à des données subjectives, mais elle serait même plus admissible scientifiquement.
Le behaviorisme, cependant, pose plusieurs problèmes. En fait, il n'y a pas vraiment de correspondance point par point entre un état mental et un comportement, parce qu'un même état mental peut produire différents comportements, par exemple d'une espèce à l'autre. Imaginez un poisson, ou imaginez la manière dont les singes manifestent la douleur. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes onomatopées que nous? Le point de vue behavioriste, en fait, oblige à dire qu'il n'existe pas de phénomène unique à l'origine des deux comportements de douleur, par exemple entre un singe et un homme. S'il n'existe pas de modèle de comportement qui puisse être considéré comme un comportement de la douleur dans tous les organismes capables de supporter la douleur, alors ça veut dire qu'il n'existe pas de critères universels à travers les espèces, et finalement, pas d'analogie possible avec les animaux. De la même manière, on peut avoir un comportement sans état mental associé, par exemple lorsqu'on simule quelque chose. Or, le point de vue behavioriste ne permet pas de rendre compte de la différence entre comportement simulé et non simulé. Il y a aussi un deuxième problème, c'est que certains états mentaux, comme les croyances, peuvent interférer avec les stimuli de l'environnement et produire un output, donc une sortie, différente pour un même stimulus donné. Imaginons que je crois derrière la porte qu'il y a un chaton. Je ne vais évidemment pas avoir le même comportement que si je pense qu'il y a un chien enragé derrière cette même porte. Si effectivement il y a bien un chaton et que je veux lui ouvrir la porte, alors oui, on peut dire que c'est bien le stimulus, c'est-à-dire le chaton, qui cause le comportement ouvrir la porte. Mais imaginons que derrière la porte il y a un chien enragé et que je me trompe. J'ouvre la porte. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un stimulus qui fait que j'ouvre la porte, mais c'est bien ma fausse croyance qu'il y a un chat et non pas un chien derrière la porte. Ce qu'on peut en conclure, c'est que les croyances sont un intermédiaire indépassable pour interpréter le comportement, parce qu'elles ne reflètent pas toujours fidèlement des états du monde. Il y a donc en fait un traitement de l'environnement par les états mentaux. L'esprit n'est pas un traducteur mot à mot de l'environnement, comme le voudraient les empiristes. Le behaviorisme philosophique, en particulier, considère que le comportement est constitutif de la mentalité, c'est-à-dire qu'en fait, avoir un esprit, c'est simplement exposer ou avoir la propension à exposer certains modèles appropriés de comportement observables. Dans cette perspective, il n'y a pas de causalité sur l'esprit sur le physique, donc pas de pertinence de l'esprit dans l'explication causale des comportements. Mais le comportement n'est pas nécessaire ni suffisant pour pouvoir attribuer des états mentaux. Il n'est pas nécessaire parce qu'un même état mental peut causer des comportements différents. Par exemple, différentes espèces manifestent différemment la douleur, et en particulier un même stimulus peut causer des comportements différents selon les goûts et les croyances des individus. D'autre part, le comportement n'est pas non plus suffisant pour attribuer un état mental, car plusieurs comportements identiques peuvent refléter des états mentaux différents, par exemple en cas de simulation, ou bien en cas de croyances fausses ou de goûts différents. Pour expliquer les comportements, on ne peut pas se passer de la notion d'état mental, car ceci interfère avec les stimuli. L'héritage du behaviorisme en psychologie cognitive est très fécond. On en retient qu'on peut opérationnaliser certains états mentaux pour les mesurer à travers des comportements proximaux, comme le temps de réaction, la performance, le comportement verbal. Mais force est de constater qu'il n'y a pas de coïncidence totale entre l'esprit et le comportement.